débat sur le changement de la Constitution suscite de réactions dans l'opinion nationale. Comment ça se passe et le moment est-elle venu pour la République démocratique du Congo de passer au changement de la Constitution quand on sait que la partie est de la République démocratique du Congo reste en proie à l'insécurité, à l'occupation de l'armée rwandaise. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Bob Ngoyi, il est juriste, analyste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Gaston, merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être à Politis pour analyser les questions brûlantes de ce pays. On va parler de la Constitution. Comment allez-vous d'abord? Moi je vais bien, mais je ne sais pas si je dois dire que je vais bien au regard de l'état dans lequel se trouve mon pays aujourd'hui. Comment se trouve l'état actuel? Je crois que nous allons vers l'inconnu, c'est qu'on ne sait pas ce qui arrivera demain. Et tout peut se passer. Du jour au lendemain, on peut se lever du jour au lendemain. Si le pouvoir est animé des bonnes volontés, on se dira que, bon voilà, les choses vont dans les bons sens. Mais si le pouvoir s'obstine à vouloir aller dans son forcing, c'est même ça l'incertitude, parce qu'on ne sait pas quelle pourrait être la réaction des uns et des autres. Je fais ici allusion à l'opposition, à la société civile, mais il ne faut pas oublier qu'il existe une opposition armée dans ce pays. Quelle sera la réaction? Voilà pourquoi j'ai dit, on ne sait pas, on est en train d'aller vers l'inconnu, parce que tout peut arriver. On compte encore sur le président Tshisekedi pour que ce sentiment patriotique qu'on lui reconnaît depuis le début, qu'il puisse se prévaloir de la volonté de vouloir se maintenir à tout prix au pouvoir, volonté qui vient sûrement des gens mal intentionnés qui l'entourent et qui veulent l'induire en erreur. Mais je crois encore que le fils d'Etienne Tshisekedi a la tête sur ses épaules, comme d'habitude d'ailleurs. Lorsque vous parlez de l'obstinence, vous faites allusion à quoi? À vouloir faire un forcing avec tout ce qui se passe là. On sent que tout est réuni pour démontrer la volonté de vouloir changer la Constitution. Puisqu'aujourd'hui, au départ, c'était des suppositions, mais on voit maintenant que toutes les machines sont mises en œuvre de manière à ce que cette Constitution soit changée. Vous avez vu aussi des pancartes le long de rue de Kinshasa? Oui, non seulement ça d'ailleurs. Si on partait de la genèse, ce n'est pas aujourd'hui que tout a commencé. Oui. Vous comprendrez qu'on a voulu d'abord écarter certains opposants qui pouvaient faire mouche ici. On a sous-estimé ceux qui étaient restés. Et on a chassé Katumbi, on a trouvé le moyen de... Katumbi a été chassé du pays? Ou il a fui de lui-même? Il n'a pas fui de lui-même. Il y avait un dossier qui était mis sur son dos. On l'a accusé d'avoir réparé une piste pour des fins militaires où il déchargeait des armes. Et en visionnaire, il s'est dit qu'il ne pouvait pas continuer à rester dans des conditions comme ça parce que du jour au lendemain... Pourquoi il n'a pas voulu affronter la justice congolaise? Il a préféré fuir. Bon, à mon avis, je crois que Moïse Katumbi est plus utile où il est qu'ici. Je vais vous rappeler un événement. Allez-y. Le départ de Joseph Kabila était en grande partie dû aux efforts de Moïse Katumbi. Ce n'est pas tous ceux qui se tapent la poitrine d'être opposants ici. Ils n'arrivaient même pas à marcher ici. C'était la mobilisation de la communauté internationale, associée aussi à leur marche ici, puisqu'on ne doit pas sous-estimer les marches qui ont conduit donc à cet accord jusqu'aux élections de 2018. Mais nous savons tous que Moïse Katumbi, c'est un homme qui entre un peu partout et que de ce point de vue, c'est un lobbyiste de haut niveau. Et donc, où il se trouve, il y a non seulement un soutien financier, je ne confirme rien parce que je n'ai pas des éléments qui les démontrent, mais toutefois, je présume qu'il y a un soutien sûrement financier à l'égard des opposants ici sur place, mais aussi un soutien diplomatique, parce que sa question n'était pas anodine, de dire que le président de la République doit nous dire qui lui a dit qu'il faut changer la Constitution pour que l'accord de Washington réussisse. Et donc, c'est tout ça. On voit un Moïse Katumbi qui a des entrées à Washington. Lui qui n'est qu'un individu. On voit aussi le président de la République, on voit sa diplomatie quand même. Il ne faut pas aussi voir comme si il n'y a que Moïse Katumbi. Oui, vous parlez certainement de l'opposition, mais du côté du pouvoir, on sait aussi qu'il y a une diplomatie qui est mise en place pour que tout se passe dans le Nord. Si cette diplomatie pouvait être mise en place pour le bien des Congolais, ça aurait été mieux. Alors si c'est pour satisfaire les intérêts des individus, ici je fais allusion à vouloir à tout prix se maintenir au pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir, je crois que cette diplomatie est inutile. Ce sont des efforts vains. Et donc, il y a mieux à faire avec cette diplomatie. Elle pourrait être plus utile à l'Est
où nous avons la guerre, puisque les priorités sont ailleurs. Aujourd'hui, on déplace le débat. On a signé l'accord de Washington. Le débat, mais l'accord de Washington qui a produit quel résultat? Jusqu'ici, on navigue à vue. On n'a pas eu à proprement parler des résultats concrets de cet accord. Qu'est-ce que l'accord de Washington nous a donné? Rien du tout. À part de l'instabilité et une forme de têtutesse du pouvoir due à cet accord qui fait leurrer au pouvoir un certain soutien de la communauté internationale, pour citer les États-Unis, et autre chose. Mais ici, ce n'est pas ça le débat. La question serait plus de savoir, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la priorité serait la Constitution? On déplace le débat. Aujourd'hui, le débat dans ce pays devait être de dire le bilan. On ne parle plus du bilan. On ne s'intéresse même plus à faire en sorte que... On nous avait parlé de 145 territoires. On ne parle plus de 145 territoires. Vous verrez que le débat ne tourne même plus autour des réalisations. Le débat tourne autour du changement de la Constitution. C'est peut-être là que je dois reconnaître l'habileté du pouvoir. Où le pouvoir le fait de manière très habile, mais pour éviter de ramener les débats là où on l'attend. Et donc, ne vous en faites pas au jour d'aujourd'hui. Normalement, on devait se dire qu'est-ce que le pouvoir a fait. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut juger le pouvoir actuel, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Oui, il y a quelques actions qui peuvent être citées, mais est-ce que les attentes derrière l'image du fils d'Étienne Tshisekedi au pouvoir ont été atteintes? Est-ce que l'état des droits aujourd'hui, l'UDPS, qu'il a toujours clamé par l'entremise aussi du Sphinx délimité, est-ce qu'aujourd'hui l'UDPS est en mesure de parler d'état des droits comme c'était le cas en premier mandat? Est-ce qu'aujourd'hui on parle toujours du peuple d'abord, comme c'était le début du mandat, on parlait du peuple d'abord? Ce sont des slogans qui n'existent plus, puisque on se réalise qu'autour de tout ça, il y a... on n'ose plus parler du bilan parce qu'on sait qu'il n'est pas si beau que ça et que ce qu'on attendait de l'UDPS n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qu'on attendait de l'UDPS n'est pas des gens en exil. Ce qu'on attendait de l'UDPS, je sais qu'on en parlera, ce n'est pas de réprimer les marches comme on l'a vu. Il semble, selon les différents bilans donnés par l'opposition, par les uns et les autres, il y aurait eu, pour citer Olenga Nkoy qui parle des 10 morts, il a été convoqué pour aller prouver là-bas. Oui, mais là, Mvonde est très chaud. Quand il s'agit des questions inutiles, il y a mieux à faire. Est-ce que le procureur Mvonde a mieux à faire? Tout ce que lui, il voit comme rôle de la justice, c'est inviter Olenga Nkoy. Moi, je crois que Firmin Mvonde, c'est un monsieur qu'il faut remplacer à la Cour de cassation. C'est un monsieur inutile. Donc, c'est que lui voit. Écoutez, monsieur Firmin Mvonde, en tant que procureur de la Cour de cassation, ce qu'il trouve de mieux à faire, c'est de convoquer, en tant que procureur, c'est de convoquer le monsieur qui donne des points de vue politiques. Alors qu'on l'attend ailleurs. On l'attend ailleurs. Mais comment quelqu'un, durant Olenga Nkoy, il est toujours président du CENSA, il faudrait aussi se poser des questions. À quoi sert les CENSA jusqu'à aujourd'hui? On ne parle plus de l'accord à l'époque de la Saint-Sylvestre, ça devait déjà disparaître aujourd'hui. Lui, il a allégué, il a dit qu'il y aurait 10 morts, et ce n'est pas normal dans un pays démocratique qu'il puisse venir donner des éclaircissements par rapport à ça, au niveau de la justice. Écoutez, il a fait son comptage. Moi, je me dis seulement que Olenga Nkoy ait dit 10 morts, 5 morts, 2 morts, c'est pas ça le plus important. Le procureur a mieux à faire. Le procureur Firmin Mvonde a beaucoup de travail qu'il n'arrive pas à accomplir ici. Ça m'étonne sa promptitude à convoquer des opposants qui ne font que donner leur point de vue en tant qu'opposants pour essayer de tirer les draps de leur côté. On parle plus de détournements. Il y a des détournements en cascade ici. On attend M. Firmin Mvonde sur des cas importants, pas sur des cas inutiles. On voit pour qui est-ce qu'il roule. Il ne roule pas pour la justice, il roule pour les individus, il roule pour le pouvoir. Ce n'est pas ça la justice que l'UDPS nous a promis. Ce n'est pas une justice où on voit M. Firmin Mvonde qui saute sur les opposants. Qu'est-ce que les opposants de l'époque n'ont pas dit sur Kabila? Qu'est-ce qu'ils ne disaient pas? L'insultant même en commençant par le président Tshisekedi, qui insultait les Kabila alors au pouvoir, des Rwandais et tout ça. Et qui avait inquiété qui? Est-ce qu'il avait été invité une seule fois à la Cour de cassation? Laissez les autres. On sait que ça c'est de l'opposition, que ce soit vrai ou faux. Mais Olenga Nkoy n'a fait que faire l'opposant. Puisqu'il est vrai qu'il n'est pas opposant, mais sa structure est une structure neutre, d'appui à la démocratie. Et à la limite, il reste quand même un acteur politique
au regard du fait que le CNSA laissait. Est-ce que vous êtes aussi d'avis qu'on doit supprimer carrément la structure que gère Olenga Nkoy? Non, mais cette structure n'a plus d'importance aujourd'hui. L'accord de la Saint-Sylvestre a conduit aux élections de 2018. Donc vous avez quelqu'un qui bouffe de l'argent inutilement. Justement, encore faudra-t-il qu'il soit payé jusqu'aujourd'hui, parce que je crois, si réellement, c'est moi qui réfléchis, si Olenga Nkoy touchait l'argent à la fin de chaque mois, je ne pense pas qu'il n'allait pas s'aligner avec l'opposition. Exactement. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des problèmes là-bas. Et puis, Olenga Nkoy, moi j'estime qu'il est dans son rôle. Il est à la tête d'une structure qui était censée accompagner l'accord de la Saint-Sylvestre. En voulant changer la Constitution, ça va un peu en antipode de toutes les valeurs résultant de 2018, élection qui a porté le président Tshisekedi au pouvoir. Oui. Et donc, si aujourd'hui, c'est l'accord de la Saint-Sylvestre qui a amené le président Tshisekedi au pouvoir. Alors quand il constate qu'il y a des manœuvres pas bonnes qui semblent se faire par celui qui est venu au nom de l'accord dont lui est censé faire le suivi, mais qu'est-ce que vous voulez? Olenga Nkoy n'a fait que défendre la structure qui a porté le président Tshisekedi au pouvoir. Je crois qu'il y a une certaine cohérence. Alors que M. Firmin Vondé a mieux à faire qu'il s'attaque aux détourneurs, qu'il s'attaque aux gens. C'est là où on l'attend. Il est plus utile à nous en arrêtant les détourneurs ici, qui prennent l'argent à tout bout de champ. Pas en appelant les Olenga Nkoy. Ça change quoi? Même s'ils disent, ça fait quoi? Vous avez parlé du forcing. Et on a vu les forces du progrès ici. Oui, il peut s'attaquer à ça. Augustin Kabou a été dans mais il peut s'attaquer, Firmin Vondé peut s'attaquer à ça. Il ne voit qu'Olenga Nkoy. Sur des questions importantes, il y a aujourd'hui, la force du progrès se comporte comme une milice, puisque ceux qui se représentent par-ci par-là se réclament d'être de la force du progrès. Augustin Kabouya a Et Firmin Vondé est plus attendu sur des dossiers comme celui de la force du progrès, où il doit régenter, il doit appeler les partis politiques et dire qui est d'accord avec ce que fait la force du progrès dans ce pays. La force du progrès est dans du n'importe quoi. Alors, est-ce que M. Firmin Vondé n'est pas plus utile là-bas qu'en appelant Olenga Nkoy sa promptitude pour appeler les opposants? Mais on se demande pour qui est-ce qu'il roule, lui, M. Firmin Vondé. Qu'il corrige l'histoire de la force du progrès, qu'il invite les responsables des partis politiques, responsables de la force du progrès, pour pouvoir les réprimander, au lieu d'inviter les Olenga Nkoy pour des points de vue en tant qu'opposants. Est-ce que ce n'est pas les travaux des ministères de l'Intérieur? Oui, mais le ministère de l'Intérieur a sa part. D'inviter peut-être l'IDPS et voir un peu ce qui se passe au niveau de ces structures, la force du progrès. D'après le secrétaire général de l'IDPS, c'est une branche qui est au niveau de la, comment on appelle ça, la jeunesse de l'IDPS. Il a saisi le procureur général. Donc, on attend, des procès vont s'ouvrir dans quelques temps. C'est une distraction. C'est une distraction. Qui ne donnera rien. Vous attendez à quoi? Qui porte plainte? Contre qui? Pour avoir quoi? On n'est pas des petits-enfants. C'est juste que l'IDPS se réalise du mauvais bruit qui semble aller. Parce qu'il ne faut pas mépriser le fait que tout le monde aujourd'hui parle que la force du progrès est une milice du pouvoir. Selon ce que disent certaines personnes. Ils prélèvent même des taxes par-ci, par-là. C'est vrai. C'est vrai, je peux vous donner des preuves des lieux où ils le font. Qui n'a jamais été victime de la force du progrès? On a vu une vidéo. Et donc ici, quand vous voyez l'IDPS s'agiter en allant dans les sens des plaintes et autre chose, c'est qu'ils veulent, ils comprennent que cette histoire de la force du progrès, qui prend l'ampleur même au niveau international, vous entendez même des médias internationaux faire allusion à une milice qui appartiendrait au pouvoir. Ce n'est pas bon pour le pouvoir. Voilà pourquoi, vous voyez, pour essayer de sauver un peu l'image, il y a des plaintes de gauche et droite. Ça, c'est une distraction. Mettez de l'ordre dans la force du progrès. Oui, on a vu un bourgmestre être intimidé par cette force. Heureusement la vidéo sur qui heureusement que vous donnez d'ailleurs des éléments, vous-même, qui démontrent que la force du progrès est une milice qu'il faut stopper. Ça ne va plus. Ils prélèvent des taxes, ils entendent même les gens sur PV, dans les coins des rues, monsieur tu vas où? Non mais on est où là? La force du progrès, ce n'est qu'une structure d'un parti politique. De quel droit? C'est de quel droit? On va revenir. Mais est-ce que ce n'est pas là qu'on attend Firmin Vondé? C'est là? Revenons justement au changement de la Constitution, la question centrale, où va la République démocratique du Congo? Vous avez parlé du forcing. Lorsque vous parlez du forcing, vous faites allusion certainement à la proposition de loi de l'honorable Olenga Nkoy, qui a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. On attend que le président de la République puisse promulguer. Si on regarde très bien l'aspect juridique, est-ce que cette loi n'a pas à respecter la procédure normale?
Non, en fait, pour mieux comprendre cette loi et mieux la juger, il faut se mettre dans le temps, dans les circonstances aussi. Oui. En fait, on est parti d'une idée vraie, qu'on a diabolisée à la fin. Idée vraie, c'est-à-dire quoi? Il est vrai que notre Constitution détermine les matières qui nécessitent le référendum. Changement de la capitale, cession des territoires ou annexion d'un autre, ce sont des questions bien précises qui peuvent faire objet d'un référendum. Alors, dans quelle idée est-ce que cette question, cette loi référendaire arrive? En fait, on pouvait encore mieux se limiter sur les généralités autour de cette loi référendaire. C'est-à-dire que désormais, nous avons une loi qui détermine de quelle manière le référendum doit se faire dans notre pays. Oui. On pouvait se limiter là et ça n'aurait pas fait objet de quelconque débat et tout ça. Il y a ces deux articles aussi populaires, 40 et 41. C'est là que le problème se pose. Je crois 41 ou 42. Vous verrez qu'au niveau, en substance, l'article 41 dit que lorsqu'il y a un dysfonctionnement persistant au niveau du pays, le président de la République peut peut convoquer des consultations en vue d'un référendum pour la résolution de telle ou telle autre question sur, c'est là que ça dérange, toutes les matières de la Constitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président... Même l'article 220. C'est là que le bas blesse. Parce que si ces articles n'existaient pas, je ne vois pas pourquoi et l'opposition et les autres se seraient dérangés. Mais dans quel intérêt est-ce qu'on donne au président de la République la possibilité de contourner toutes les questions, toutes les matières de la Constitution? Aujourd'hui, on peut se dire, oui, les articles verrouillés posent problème et que cela crée un dysfonctionnement des institutions et que pour cela, il faudrait faire un référendum. Et conséquence, c'est que on convoque un référendum et on contourne la Constitution. Écoutez, la Constitution, c'est un pacte social qui détermine le vouloir vivre collectif. C'est la base de toute chose dans un pays. On ne peut pas avoir un article qui puisse être en mesure de réduire presque en néant la Constitution. Donc, aussi facilement, on peut se lever un bon matin, on change des dispositions constitutionnelles en passant par les référendums. Or, la même Constitution dit, en son article 5, que des questions qui relèvent de l'article 220 et d'autres matières bien précisées, c'est-à-dire des pouvoirs dévolus aux provinces, limitation des mandats et tout ça, ne peuvent faire objet d'aucune révision. Alors, ici, quand on nous dit que le référendum peut aborder toutes les autres questions, ah non. Là, ce sont des articles verrouillés. Donc, on peut déverrouiller à travers le référendum. C'est ça le problème. Mais si on veut changer la Constitution, pourquoi on va se focaliser sur l'article 220? Non, mais si on veut changer la Constitution, il y a des éléments... On change la Constitution et l'article 220 et tout le reste, ça tombe caduc. Non, le pouvoir est dans une démarche qui vise à se maintenir. Alors, si se maintenir au pouvoir... On parle de 14 ans, 7 ans. Voilà. Vous voyez tout ça là, ça va toucher aux articles verrouillés. Ça voudrait dire que ce référendum revient. Est-ce qu'on a dit que le référendum peut porter sur ces matières? Non. On a précisé les matières sur lesquelles peuvent porter les référendums. Changement des capitales, annexion des territoires et bien d'autres. On n'a pas parlé de toucher aux articles verrouillés. On parle... Mais maintenant ici, une simple petite loi boutiquée par une assemblée monocolore ou des gens qui ont reçu des jeeps sans un peu d'empathie pour le pays, se mettent et décident du sort de tout un État. Maître Bob, mais ce n'est pas normal. Lorsque dans donc ici, ce n'est pas tout. Vous verrez qu'un peu plus loin, vers l'article 42 ou 40, cette fameuse loi référendaire, qui est un papier à déchirer. J'aurais voulu, si j'en avais en main ici, je l'aurais déchiré. Attention. Oui, mais alors... Et donc, vous constaterez qu'ils veulent... créer une assemblée constituante composée des députés, des sénateurs, des gouverneurs. Quelle est la crédibilité de cette... Même les conseillers qui veulent marcher parce qu'on les a exclus. Oui, vous verrez que... C'est pas possible. C'est ridicule. Est-ce que qui vous donne le droit, vous, petits députés corrompus, qui vous donne le droit... Attention. Mais écoutez, qui ne sait pas que... Vous n'avez pas de preuves. Non, on le sait.
Vous n'avez pas de preuves. Même ceux qui vous suivent à la maison savent que les députés, ce sont des gens corrompus. Peut-être pas. Non, mais c'est vrai. Oh. Oh, qui ne le sait pas? Attention, maître. Non, attention comment? On viendra vous demander des preuves. Non, on va me demander quelles preuves. Pour savoir si les députés sont des gens corrompus. C'est vrai, je le répète. Ce sont des gens corrompus, on n'a aucune foi. D'ailleurs, ce sont des gens nommés. La corruption a commencé d'ailleurs dès la Genèse. À la base, déjà, c'était des gens corrompus. On sait comment ils ont été élus. Maître Bob, expliquez-nous un peu pourquoi on dit dans la Constitution que la souveraineté appartient au peuple. Non, mais parce que c'est le peuple seul qui est en mesure de décider sur toutes les questions qui portent sur la nation. Okay. Il n'y a pas d'État sans le peuple. Lorsque le peuple veut se prononcer, c'est à travers les référendums, mais également à travers les élections. Oui. Et pourquoi ne pas soumettre cette question au souverain primaire, qui est la population, de s'exprimer librement s'ils sont, ils sont d'avis qu'on puisse changer la Constitution ou pas? Non, c'est ça le problème. C'est le piège dans lequel on voudrait... On voit un peu que la Constitution, tantôt... Non, la Constitution n'a pas de problème. Attends, la Constitution n'est pas aussi claire que ça. Non. C'est que vous dites pour dire il faut revenir au souverain primaire. Mais le souverain primaire, il vous a dit qu'il y a un problème. Ben, on n'a pas encore les résultats du référendum. Non, mais, attends, qui vous demande de faire le référendum? Cette Constitution est venue sur pied d'un référendum. On demande à une population qui s'était déjà prononcée de se prononcer à nouveau. En moins de 18 ans. Mais vous, les juristes, vous parlez de l'acte, comment on appelle ça? Non, mais attendez. L'acte contraire. Est-ce que cette la population a adopté via les référendums? Est-ce que l'actuelle Constitution... Est-ce que l'actuelle Constitution était-elle passée par voie référendaire? Oui. Alors de quoi parlons-nous? Voudriez-vous à ce qu'aujourd'hui qu'on se mette dans une posture où on demande au même peuple qui s'était déjà prononcé de se prononcer à nouveau? Parce que ça va arranger les affaires d'une certaine classe politique. 20 ans plus tard, on peut pas revenir écoutez, la Constitution, à la population pour qu'elle puisse décider. Les États-Unis ont une Constitution qui a plus de 200 ans. Ils l'ont peut-être modifiée, mais jamais changée. Alors au jour d'aujourd'hui, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on change? Parce que ça bloque le pays. D'après la majorité. Ça bloque quoi? Présidentielle. Ça bloque de construire les routes? Ça bloque d'arranger la ville de Kinshasa? Ça bloque de donner les courants? Parce que peut-être ici, vous avez un bon courant, mais ailleurs, il y a des endroits où les gens n'ont pas de courant, n'ont pas d'eau. C'est la Constitution? Il semble. Ah, mais vous voyez que c'est ridicule. Cette Constitution ne bloque rien du tout. Le besoin derrière le changement de la Constitution vise les intérêts des individus. On veut maintenir une certaine classe politique au pouvoir. Et non les intérêts du peuple. Non. C'est rien. Donc ici, lorsque vous voulez tomber dans le piège qui dit, oui, c'est les souverains primaires, c'est bien lui qui est censé dire si oui ou non. Non, mais écoutez, ça sera lors de quelles assises? Avec la CENI des Kadima? Avec la Cour constitutionnelle de monsieur Kamuleta, dont on a vu les sérieux tout récemment, lors des dernières élections? Oh, mais c'est la même CENI qui a donné des machines à voter? C'est la même CENI qui a organisé les élections pendant une semaine? De quel souverain primaire on parle? On voudrait distraire les gens en parlant du souverain primaire. Donc c'est une distraction pour vous. C'est une distraction. On voudrait aller à un faux référendum dont les résultats sont connus d'avance. Puisqu'il n'y a aucune crédibilité sur cette CENI. L'UDPS estime qu'en 2006, ils n'avaient pas validé cette constitution. Donc pour eux, c'est normal ils ont refusé d'aller aux élections. Ils puissent revenir aujourd'hui pour changer la constitution. Non, écoutez, la constitution n'est pas l'œuvre... Ils disent que c'est le serment d'Étienne Tshisekedi. Non, mais écoutez, la constitution n'est pas l'œuvre d'un parti politique. La constitution ne peut pas être l'œuvre de ce qu'avait dit M. Étienne Tshisekedi. C'est un Congolais comme tout autre. Mais Kabila avait dit que c'était sa constitution. Il pouvait dire que c'était sa constitution. Cette constitution a eu un côté inclusif. Je vais vous revenir. On va faire un petit retour historique. Allez-y. Autour des circonstances qui ont constitué la création de cette constitution. Vous verrez que tout est parti. En 2002, en 2001, quand Kabila accède au pouvoir, le pays était divisé. Il a fallu mettre une formule monstre pour aller plus vite de 1+4. 1+4. Alors, c'était donc un gouvernement de transition, le temps de préparer les prochaines élections. Oui. Alors, les assises de Sun City ont réuni presque tout le monde. Même l'UDPS était là-bas. Et donc, chacun a eu un point de vue à donner pour la constitution de cette constitution, pour constituer l'actuelle constitution. Oui. Et donc, ici, chacun a donné son point de vue. Vous verrez, par exemple, qu'il y avait les unitaristes et les fédéralistes.
chacun voulait que ce soit le fédéralisme, soit l'unitarisme. Ils ont trouvé un compromis. Comment? On garde l'État unitaire, décentralisé, mais en donnant une forte décentralisation, comme ça se passe dans un État fédéral. On donne une forte autonomie aux provinces. Oui. C'était pour satisfaire les fédéralistes. Donc cette constitution était consensuelle. Est-ce que dans les conditions d'aujourd'hui, parce que Sun City a réuni tout le monde, belligérants, acteurs politiques du pouvoir, opposants, société civile, tout le monde était là. Même la diaspora. Et donc, cette constitution a reçu un consensus plus large. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de créer un même consensus pour la constitution proposée par l'UDPS? On ne sait pas encore, on n'a pas encore proposé cette constitution. On ne peut même pas trouver... On n'a même pas encore proposé ça. On ne peut même pas avoir un consensus. Il n'y a même pas encore une procédure qui a été déclenchée pour le changement de la constitution. On ne peut même pas avoir un consensus autour de cette constitution. Pourquoi? Il y a les Moïse Katumbi à l'étranger, il y a les Kabila qui sont en exil, il y a la guerre de l'autre côté. Il faudrait un dialogue pour le mettre tous autour d'une table. Merci beaucoup de revenir à la position de l'Église catholique, dont on parlera sûrement, oui. Et également de l'opposition, qui demande d'abord un dialogue, afin de se mettre d'accord. Vous suivrez la position de l'ECC pour dire seul un dialogue, une solution consensuelle peut déboucher sur un quelconque changement. Mais connaissant le dialogue qu'on organise ici dans notre pays, ça a toujours abouti au partage des responsabilités. Il y a des postes ministériels. Je suis contre les gens qui disent... Il y a ceux-là qui ne se retrouvent pas, ils vont aller encore chercher les armes. C'est compliqué. Je suis contre ceux qui disent que les dialogues ne donnent rien. Mais je peux vous en citer deux qui ont produit des résultats. Sun City. Aujourd'hui, nous avons une constitution. On a eu des premières élections. On a eu une première alternance. C'était grâce à quoi? À Sun City. La Saint-Sylvestre. C'était un dialogue de 2016 à 2018. C'était hors constitution. Mais alors, ça a produit des résultats. C'était hors constitution, maître. Ça nous a donné la première alternance. C'est la fin qui justifie les moyens. Et donc ici, dire que nous n'avons jamais eu de vrais dialogues, tout dépend de la volonté. Des parties prenantes. Oui. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas possible, dans les circonstances actuelles, de créer une constitution consensuelle. Puisque il y a assez de divisions dans le pays. Moi, je crois que le président Tshisekedi devrait se mettre au-dessus de la mêlée en invitant tout le monde, en se rassurant à ce que tout se fasse correctement. Et au jour d'aujourd'hui, vouloir dire que oui, bon, cette constitution était celle des belligérants, c'est faux, c'est une ignorance de l'histoire. Maître Bob, et si à dialogue, vous pensez que la question sur la constitution, on devra mettre ça sur la table pour que les Congolais puissent réfléchir librement et puis soumettre ça peut-être au référendum? Non, mais quand il y a dialogue, on discute de toutes les matières. On ne doit pas exclure d'autres questions. On ne peut pas interdire aux uns aux autres de réfléchir lors des dialogues. Mais ça doit être un dialogue qui ne doit... Moi, je suis favorable à un dialogue qui n'exclut aucun sujet et qui n'exclut personne. Parce que si c'est un dialogue qui exclut Katumbi, qui exclut Kabila, qui exclut les uns et les autres, c'est compliqué. On ne peut pas arriver à un résultat parce qu'il y aura toujours des contestations. Le véritable dialogue doit mettre ensemble tout le monde, comme c'était le cas à Sun City. Belligérants ou pas, venez. C'est pour ça qu'on avait eu un accalmie. C'est pour ça qu'on avait eu la solution au problème. La sorcellerie commence à quel moment? Lorsqu'on commence à exclure d'autres Congolais. Qui êtes-vous pour exclure qui que ce soit? Qui êtes-vous pour dire que tel Congolais a droit à ceci et pas l'autre? Qui êtes-vous? Plus congolais que les autres? Ah, ça devrait se savoir. Parce que si le pouvoir était plus congolais que les autres, on céderait les pouvoirs calmement. Maître Boub, on va parler de l'opposition qui s'est organisée avec une coalition dénommée C64. Ils appellent au respect de l'article 64. Maître Boub, mais lorsqu'on reste d'abord dans ça, l'article 64, aujourd'hui, l'opposition dans la rue, le 8, il projette une marche pour appeler à la démission du président de la République. Votre impression par rapport à ça? Bon, par rapport à cette marche de l'opposition et de tout ce que l'opposition est en train de faire, moi je crois que c'est la réponse du berger à la bergère. Il fallait bien que quelqu'un réagisse pour dire au président Tshisekedi que ce pays n'est pas à lui tout seul. Est-ce que l'opposition ne réagit pas en retard? Et que la Constitution n'est pas l'œuvre d'un testament. Le pays n'appartient pas à un parti politique. La Constitution doit être l'œuvre de tout le monde. La Constitution doit être l'œuvre de tous. On doit donner nos points de vue. On ne doit pas créer une Constitution sur base d'un testament de M. Etienne Tshisekedi. Qu'on n'a jamais vu. Qui est un individu congolais comme les autres.
il n'est pas le plus grand de l'histoire de ce pays. Un testament qu'on n'a pas vu. Oui, même si on l'avait vu. Mais ce pays n'appartient pas à Étienne Tshisekedi. De quel droit lui va nous laisser un testament? Il est congolais. Oui, il donne son point de vue. Il s'est battu pour la démocratie. Oui, mais il s'est battu pour la démocratie. Bon, je vous le concède, même si je ne partage pas totalement votre point de vue. Et donc, mais dans tous les cas, toujours est-il que cette constitution ne doit pas être l'œuvre d'un parti politique. En 2006, lorsqu'on avait cette constitution, lors du référendum de 2005, et je peux vous garantir que chacun avait son mot à dire. Ce n'était pas l'œuvre du PPRD. Ce n'était pas l'œuvre de Mzee Kabila. Sinon, les autres devaient dire, Mzee nous avait dit. Non. C'est une affaire d'un pays. C'est un pacte social. Est-ce que la Constitution donne droit à l'opposition de mener des démarches demandant la démission du président de la République? Non, mais s'il y a des raisons valables. L'opposition, en parlant de la démission, quand je suis leur position, ils partent d'une hypothèse selon laquelle il y a eu violation de la Constitution. Mais s'il y a violation, il y a la Cour constitutionnelle. Il parle de la trahison. La haute trahison. De la trahison du serment du président de la République, qui a juré sur cette Constitution. C'est cette Constitution qui a amené le président Tshisekedi au pouvoir. Mais il n'a pas encore changé la Constitution. Mais déjà, en parlant, en disant ce qu'il dit, ce sont des signes puisqu'il dit qu'il va la changer. Ça s'appelle changement de l'ordre constitutionnel. C'est l'équivalent d'un coup d'État. Ce n'est pas différent d'un coup d'État, parce qu'on veut changer l'ordre constitutionnel. Il y a un pouvoir établi sur base d'une constitution. On veut changer cet ordre. On ne peut pas changer les règles du jeu en cours des parties. Vous avez fini votre partie, dégagez. Ou quand vous arrivez, commencez par changer. On ne peut pas changer des règles. La constitution, c'est la règle du jeu. On ne change pas les règles du jeu en pleine partie. Non. Et donc, c'est ainsi que l'opposition, dans sa posture, estime que vouloir changer la Constitution qui vous a amené au pouvoir, c'est vous tirer une balle dans le pied. Maître Bob, et vous tirer une balle dans le pied signifie, dans ce cas-là, changer d'ordre constitutionnel. Si vous changez d'ordre constitutionnel, qui êtes-vous? Vous serez président de la République sur base de quoi? Parce que c'est sur base de cette Constitution-là. C'est pour ça que vous êtes prêté serment en mettant votre main au-dessus. Il y aura peut-être une transition. C'est-à-dire une transition qui ne doit pas être forcément présidée par le président Tshisekedi. C'est une transition. Peut-être qu'il trouvera quelqu'un d'autre qui pourra... vous voyez ça possible? Maître Bobo, restons tout justement. Et donc, l'opposition dans sa posture a eu, dans une large mesure, à défendre. J'encourage l'opposition. Mais Maître Bob, c'est ça que nous voulons. Revenons un peu à l'Assemblée nationale et au Sénat. La loi a été alignée, soumise au débat, et après il y a eu adoption. L'opposition n'était pas distraite. Non. Qu'est-ce que vous vouliez? Aujourd'hui, la loi a été... C'est bouclé au niveau du Parlement. C'est après que l'opposition commence à réagir. Qu'est-ce que vous vouliez que l'opposition fasse? On se souviendra du discours de Kengo, il a parlé... mais heureusement que Kengo existait en son temps. Maintenant, nous avons Samalouko. Kengo avait écouté la rue. Heureusement que lui avait écouté la rue. Mais la rue, c'est venu après. La loi a fini son cheminement normal au niveau du Parlement. Le 12, lorsque l'opposition faisait sa marche, le Sénat n'avait pas encore totalement statué. Il y avait des désaccords entre l'Assemblée nationale, mais c'était déjà fin prêt. Malheureusement, au Sénat, nous n'avons plus un Kengo. Vous savez, le Sénat est normalement la chambre des sages. Oui. Vous verrez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sagesse là-bas. Il y a même des petits jeunes qui, parce qu'il a un peu de moyens, il passe là-bas, aucune expérience politique, il est là, ben voilà. Or, c'est la chambre dans l'esprit du législateur. On avait Alexis Tambwe Mwamba, on avait il y avait des poids lourds, des gens. Des poids lourds. Dans l'esprit du législateur, le Sénat, c'est les lieux où des gens qui ont déjà eu une certaine maturité politique, qui sont en fin de carrière, ils vont pour se reposer. Ils vont pour... Voilà pourquoi il y a un sénateur à vie là-bas. Être un modèle. Voilà pourquoi on a un sénateur à vie. Donc c'est la chambre où on ne peut pas corrompre. C'est la chambre où il y a une certaine rationalité. Mais malheureusement, on se réalise que la chambre des sages n'est qu'une caisse de résonance du pouvoir. Et c'est dommage. Et c'est ça, le Parlement, que vous voulez qu'il constitue l'Assemblée constituante pour tabler sur des questions constitutionnelles.
C'est grave ça, ce qui se passe aujourd'hui. L'opposition, c'est une monstruosité juridique. L'opposition s'était réunie, ils avaient dit ils vont aller porter plainte contre le président de la République au niveau de la Cour constitutionnelle. Ils ne l'avaient pas fait finalement. Ils avaient estimé qu'il n'y avait pas encore eu un acte précis. Parce que le droit, ce sont les... Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'acte. Oui, jusqu'ici, c'est encore des volontés exprimées du pouvoir. Alors, on s'en tient à ça. Et même au jour d'aujourd'hui, le référendum, la loi référendaire, la loi bidon référendaire où on a encore à hypothéquer son intelligence. Le président peut peut-être surprendre tout le monde à ne pas adopter cette proposition. Non, écoutez, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas rêver. C'est pas pour rien, vous n'allez pas me dire que l'Assemblée nationale, le Sénat, même la Cour constitutionnelle, là, vous voyez la Cour dire que cette loi n'est pas conforme à la Constitution? Non, on ne sait pas, on ne sait pas prédire l'avenir. Avec Kamuleta. On ne sait pas prédire l'avenir. Kamuleta, aller à l'encontre de la loi référendaire. Il peut le faire, il peut le faire. Le même Kamuleta qu'on a vu lors des récentes élections. Ou il y a un autre Kamuleta. Si c'est le même que nous avions vu là, on est désolé parce qu'on n'attend rien. Et vous voyez le président de la République, vous ne pas vouloir promulguer une loi qui est en sa faveur? On ne sait pas. Oh, mais on le sait. On le sait. Puisqu'il est lui-même à la base de tout ça. C'est lui qui est à la base de tout ça. C'est lui qui boutique tout ce qui se passe. Parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Oui. Le 8, Maître Bob, la démission du président de la République demandée par l'opposition. Vous regardez l'opposition, vous dites que l'opposition est vraiment cohérente ou c'est juste des actions politique pour la communication extérieure? C'est justement des actions politiques. L'opposition sait qu'elle ne va pas sortir par voie de démission du président Tshisekedi. Mais au jour d'aujourd'hui, ils savent déjà que ça va pas marcher. Oui, mais au jour d'aujourd'hui, l'opposition est consciente que ce qui s'est passé, par exemple, dernièrement, le 12, a bougé le monde, a poussé le président Tshisekedi à reculer. Je ne vous mens pas, au niveau du pouvoir, si cette marche ne servait à rien, on n'aurait pas dispersé les gens. C'est parce que ça dérangeait. Comment il a reculé? Le pouvoir est en train de se réaliser que l'opposition dite de péter est finalement une opposition coriace. Et le pouvoir s'en rend compte. On a sous-estimé les opposants. Mais il nous montre le contraire. Moi, je dirais même qu'ici, ce qui se passe n'est pas la force de l'opposition. C'est juste que la question constitutionnelle est une question impopulaire dans notre pays. Maître Bob. La question de la Constitution est impopulaire dans la population. Faites un sondage. Vous constaterez que le président Tshisekedi... Il n'y a pas les référendums. Le président Tshisekedi... Faites un sondage. Okay. Le président Tshisekedi s'impopularise avec cette histoire de la Constitution. Là, d'après votre sondage, que vous avez réalisé. Faites un sondage. Que vous avez réalisé. Faites un sondage. Ok. Nous allons faire notre sondage. Et vous verrez que, si on est par-ci, par-là, ce n'est pas l'opposition qui est forte. Mais c'est la population qui n'adhère pas à la vision du changement de la Constitution. Et pour ça, elle adhère à la position de l'opposition. C'est comme c'était le cas de Joseph Kabila. C'est pas dire que l'opposition est subitement populaire, non. C'est juste que la population, vous verrez même la ville morte là, pourquoi elle avait réussi? Mais c'était un message fort à l'égard du pouvoir. Puisque la ville morte, lorsqu'on parle de la ville morte, la population, c'est toute la journée. La ville morte ne se limite pas à entendre parler de cette histoire du changement de la Constitution. La ville morte, c'est limité à 10 heures. L'histoire du changement, non, mais ça ne s'est pas limité à 12 heures, à 10 heures. Il y avait des gens la qui ville était sortis paralysée. après. Ce n'est pas dire que personne ne devait sortir. Vous pouvez rester là et à un moment donné, à 14 heures, vous dites que je vais prendre un peu d'air. On connaît la ville morte à l'époque de Kabila et il y a beaucoup de gens qui restaient à la maison. Non, mais je dirais même que la ville morte de dernièrement avait plus réussi qu'à l'époque de Kabila. Oh. Puisque ça, c'était cette fois-ci, c'était sur toute l'étendue du territoire national. On a parlé des Kines, mais même l'intérieur. C'est ça que je vous dis. Que la question du changement de la Constitution est impopulaire en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi s'impopularise avec cette histoire du changement de la Constitution, qui ne réussira pas. Puisque d'ailleurs, avec un peu de Là, vous parlez en tant que prophète politique. En tant qu'analyste. Vous constaterez déjà qu'au regard de tous les éléments en présence, vous verrez la position des belligérants, vous verrez la position de l'opposition. Ce n'est pas opportun. Il faut que le président Tshisekedi recule. On parle de la ville morte pour la ville province de Kinshasa, mais même à l'intérieur, il y a des manifestations. Ça dit beaucoup. Même à Lubumbashi, il y a ville morte. Des marchés vides. Mais ça signifie simplement
que la population n'adhère pas à cette idée de la révision ou changement de la Constitution. Une partie. Non, quelle partie? Une partie. Quelle partie? On a vu Ejiba Amampia ici. Vous n'avez pas fait le référendum. Ejiba Amampia a tenté son aventure ici. Il n'a eu que 100 personnes. Oh, vous avez compté. Ah, mais écoutez. Vous étiez là où, vous avez envoyé le... Il a eu honte. Vous l'entendez encore? Vous avez fait le monitoring comme la Synco. Vous entendez Ejiba parler? Peut-être qu'il monte des stratégies. Oh, quelle stratégie? Il monte des stratégies pour contrer l'opposition. Oui, Ejiba Amampia vient de se réaliser qu'il est ridicule et que la population n'est pas avec lui. Oh. Mais La population congolaise est toujours sceptique à toute question du changement de la Constitution. La population n'aime pas cette question-là. Sur quelle base vous dites ça maintenant? Oh, mais c'est connu, je suis... Avec votre sondage. Je suis... Mais alors? Avec votre sondage. Mais vous vivez aussi dans la population, vous le savez. Non, on va faire notre sondage. Bravo à faire le sondage. Faites-le, je sais qu'au fond de votre cœur, là, vous savez que j'ai raison. Oh, là, vous parlez comme prophète. Non, mais pas comme prophète, mais j'analyse. La population n'est pas d'accord avec cette histoire du changement de la Constitution. Si le président Tshisekedi veut encore garder un peu d'image de l'UDPS et pour lui-même, qu'il arrête cette histoire de la Constitution. La population n'est pas avec lui. Maître Bob, réfléchissons par exemple. Les 8, le président de la République démissionne. On fait comment? Il ne démissionnera pas. Mais l'objectif, c'est de montrer au président Tshisekedi qu'il n'a pas le monopole de la rue. Que la population... On va les faire quoi au niveau que la population n'est pas avec lui. On va les faire quoi au niveau de Non, en fait, l'objectif... Ils ne vont même pas arriver là-bas. Ils savent très bien qu'ils ne vont même pas arriver là-bas. C'est même ça l'objectif, de créer un désordre. Oh! Oui, je le dis en tant qu'analyste. Oh! Créer les désordres. Ça profite à l'opposition. Je le dis en tant qu'analyste. Ok, c'est noté. Est-ce que vous savez que, quand j'analyse, vous savez que la fois passée, le 12, le désordre qui avait eu profité à l'opposition, l'objectif pour l'opposition, c'était quoi? Faire entendre sa voix. Et c'est le monde entier qui a parlé de la marche de l'opposition. C'était une réussite ou pas? Moi, je dis oui. Puisque l'objectif ici, c'était de faire entendre sa voix. Et l'opposition... Faire bouger des lignes au niveau international. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons la France, nous avons un petit peu la Belgique qui commence à bouger les lignes. Et ce n'est qu'un début. Il faut qu'il y ait des activités. Ici, vous entendez les morts. S'il n'y avait pas assez de tollés, pourquoi on a invité Olengankoy? C'est parce que le niveau international... Pour qu'il apporte des preuves. Pour qu'il apporte des preuves. Ça, c'est accuser le régime injustement, sans preuve. Si c'était une manifestation sans intérêt, vous pensez qu'on se serait donné la peine d'inviter Olengankoy? C'est parce que la communauté internationale a un œil regardant sur cette question-là. Donc on peut dire que le 8, l'opposition, sait déjà ce qui va se passer. L'opposition veut faire entendre sa voix, veut créer un autre désordre. L'opposition aime cette rivalité. Si j'avais les greffiers ici, j'allais dire qu'il puisse acter. Oui, mais il va acter le dire d'un analyste politique. Exactement. Ah voilà. Moi, je ne suis pas membre de l'opposition. Oui, ici, je suis là comme analyste politique. Je sais. Et donc, quand j'analyse, si j'étais le pouvoir, si j'étais membre du pouvoir, je devais dire, laissez-les marcher. Exactement. Ils marchent, ils font du bruit et puis c'est tout. Même le 12 aussi, il fallait qu'on puisse bien encadrer, organiser. Et puis, la police est là et voilà, ça n'allait rien changer. C'est ça le bilan que l'UDPS doit nous présenter. Un bilan constitué des gens, des événements allant dans le sens d'un parti démocrate. Est-ce qu'on peut dire que le 12, le pouvoir était tombé dans le piège de l'opposition? Oui. Parce que c'est que l'opposition s'attendait à ça. L'opposition voulait ça. Oui. L'opposition voulait du désordre. Quand ils disent qu'ils vont aller à l'OUA, vous pensez qu'ils vont y arriver? Pas du tout. Mais ils savent même. Pourquoi ils le disent alors? Pourquoi ils essaient de le faire? C'est pour qu'ils puissent créer les Ils veulent aller dans la surenchère. L'opposition sait que le président Tshisekedi ne démissionnera pas. L'opposition sait qu'ils n'arriveront même pas à la cité de l'OUA. L'opposition sait tout ça. Alors l'objectif de la marche du 8, c'est quoi? En tant qu'analyste politique, je peux dire que l'opposition a pour objectif de créer la pagaille. Parce que cette pagaille lui profite. L'opposition veut montrer au monde entier que le président Tshisekedi, parce que jusqu'ici, le président Tshisekedi avait su montrer à la communauté internationale qu'il était populaire, qu'il avait le soutien du peuple. L'opposition veut montrer que la population ne soutient pas cette idée-là. L'opposition veut démontrer à la face du monde que la population n'est pas pour ça. C'est pour ça que Macron a le courage de dire non. Vous pensez que si le peuple congolais disait oui, Macron va dire quoi? Et pendant ces temps, l'Union sacrée est en train de se déchirer.
C'est pour vous dire, quand je vous dis que la question du changement de la Constitution est une question impopulaire dans ce pays, vous ne me croyez pas. Il y a un secrétaire permanent, le professeur André Bata, et de l'autre côté, on a les doyens, Christophe Mbosso Kodiapwanga, qui lui a convoqué les présidents de partis politiques pour une communication sur place. Donc, on sait lire qu'il y a déjà des couacs entre le bloc Mbata et le bloc Mbosso. Quand je vous dis que l'opposition congolaise, plutôt que en République démocratique du Congo, la Constitution est une question sensible qui est impopulaire, tant au niveau de la classe politique qu'au niveau de l'opposition, et même au niveau de la population, ce n'est pas une blague. Observez l'attitude de l'Union sacrée. Ceux qui sont là ont peur des problèmes. C'est au bout des lèvres qu'ils semblent parler du changement de la Constitution. Est-ce que vous voyez Kamere être d'accord avec cette idée-là? Il n'a pas encore communiqué. Non, mais est-ce qu'il a besoin de communiquer pour qu'on le sache? On est analyste, on peut le voir. Est-ce que vous croyez que Jean-Pierre Bemba, tel qu'il est là, il n'a pas d'autre choix? Quand il dit oui, il n'a pas d'autre choix. Oh, comment ça? Il n'a pas d'autre choix. Sinon, il va perdre ses privilèges. Il est loyal au président de la République. Le président de la FDC, M. Mahat, s'était déjà prononcé sur la question. Il y a eu recadrage, mais on a retenu. Et il est avec Augustin Kabila. Il était la première personnalité à c'est pour maintenant des raisons. C'est maintenant pour des raisons politiciennes. Là, il fait le politicien. Mais en fait, nous connaissons sa position. Est-ce que vous voyez quand on s'attaque au pouvoir sur la question du changement de la Constitution, combien de gens, de membres de l'Union sacrée parlent? Il n'y a que l'UDPS. Dans le changement de la Constitution, il n'y a qu'Augustin Kabila qui répond coup sur coup à l'opposition. Vous comprenez que c'est l'UDPS qui porte cette idée. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, ils n'ont jamais abordé cette question. Non, il y a quelques membres de l'Union sacrée, il y a quelques présidents de regroupements politiques qui sont allés voir Augustin Kabila, lui qui a créé C4 pour faire le contrepoids de l'opposition. Oui, mais aujourd'hui, C4 a fait quoi? Concrètement, jusque-là, rien du tout. Incapable de faire même une simple marche. Pourquoi ils doivent marcher? Mais pour soutenir leur vision. Incapable. Vous savez pourquoi ils ne marchent pas? J'allais parler de parce qu'ils sont impopulaires. Vous avez parlé de... Vous voyez que maintenant l'UDPS veut s'accaparer l'histoire de la Coupe du Monde. Au point, ça c'est du raccordement. Ça c'est du raccordement. L'UDPS est en manque du bilan. Au point que... Mais le bilan aussi au niveau du sport, il faut mettre ça à l'actif du président. Vous verrez que l'UDPS est sérieusement collé à cette histoire du football, au point de vouloir la politiser. Vous avez vu l'attitude de la population lorsque le chef de l'État semblait politiser la question du sport à Houston? Vous avez vu la réaction de la salle? C'était plutôt à l'encontre de l'ambassadrice de la République démocratique du Congo à Houston. Attention, c'était pas contre le président de la République. Non, mais moi j'ai vu d'autres images alors. Je vais vous les envoyer. Vous verrez les mêmes images que moi. Oui, c'était ça. Alors, vous avez vos images, j'ai quand même les miennes, je vais vous les envoyer. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Peut-être vous avez les images d'Elia. Si c'est l'IA, ça reste à démontrer. Je dis peut-être parce que je n'ai pas encore vu ça. Je ne suis pas auteur de ces images. Oui. Je les ai reçues comme tout le monde. Exactement. Et j'ai vu une image où la population avait une certaine attitude. Et j'ai vu un président de la République faisant ça, interdisant à la population de Houston de ne pas continuer à faire ce qu'elle faisait. Et donc, c'est impopulaire de parler du changement de la Constitution. Mais comment ne pas mettre la qualification de la République démocratique du Congo après 52 ans à la Coupe du Monde à la tête? On attend. Comment ne pas mettre ça à l'actif du président de la République? C'est son bilan aussi. Ça nous a ramené quoi? Pardon? Que ça nous a ramené? Le rayonnement. On a rayonné à quoi? Ça a rempli la casserole. On parle de la RDC. On parle quand même de la RDC. La Coupe du Monde a rempli la casserole. Je sais que vous n'aimez pas le football. Non, j'aime le football. Ce soir à 3h du matin, je serai debout. Oh, vous aussi? Oui, mais bien sûr, c'est mon pays. Ok. Je suis un patriote. Nuit des léopards. Oui, mais écoutez, j'aime mon pays. Oh, oui. Comment vous pouvez me dire qu'aujourd'hui je ne peux pas suivre les matchs? Mais ça aussi, au-delà de la politisation de l'UDPS. Je pensais que vous allez applaudir pour le président. Au-delà de la politisation, je ne vois pas le président de la République sur terrain là. C'est lui qui a mobilisé les moyens, les ressources. Il a mis les joueurs dans de très bonnes conditions et ils nous ont amené la qualification. Il faudrait quand même applaudir, Maître Bob. Non mais c'est une bonne chose qu'on soit allé en Coupe du Monde. Alors ça j'attends ça de vous. Oui, c'est une bonne chose qu'on soit allé en Coupe du Monde. Ça c'est clair. Mais il ne faudrait pas qu'on politise ces fêtes là. J'allais parler comme à l'époque, sous le haut patronage du chef de l'État, les léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés à la Coupe du Monde après 52 ans. Est-ce que ce soir, quel est cet homme politique qui jouera sur terrain? Il y en a pas. Ils ont l'accompagnement du gouvernement, ils sont dans de très bonnes conditions.
Le gouvernement a tout payé pour les 3 matchs. Mais ce n'est pas une innovation depuis longtemps. Les joueurs étaient toujours motivés. Non, à l'époque, il y avait quand même des vidéos des joueurs qui se plaignaient. Quand même, quel est ce championnat qu'on a remporté avec cette équipe? Maître, on va chuter par rapport à la position de la Senco. On est en train de chuter, on ne reste plus que quelques minutes. La Senco, est-ce que la position de la Senco aussi prend par rapport à ce qui se passe? Les changements de la Constitution, la Senco avait convoqué les deux camps. C'est là qu'il y avait les changements de la Constitution. Et quand même, une certaine opinion estime que la Senco a pris que des recommandations ou soit les dires de l'opposition. Non, la Senco n'était pas équilibrée. Votre réaction? On peut tout dire, mais on ne va pas refuser à l'Église catholique son mérite d'être toujours du côté du peuple. Aujourd'hui, l'Église pouvait accepter l'argent du pouvoir et prendre une position favorable au changement de la Constitution et s'en foutre du bien de la population. L'Église catholique est la seule structure, ici, laissez un petit peu, mais avec sa position ambiguë, on commence à se poser des questions sur la position réelle de l'ECC. Mais l'Église catholique est cohérente depuis des années. Ses prises de position depuis des années... La Senco a toujours été contre le pouvoir. Non, pas contre le pouvoir, mais du côté de la population. Contre le pouvoir. Aujourd'hui, on estime toujours que celui qui a le pouvoir est le plus fort. Et que celui qui est dans l'opposition et les peuples n'ayant pas le pouvoir et la police et tout ça à sa disposition, est faible. Oui. Voilà pourquoi l'Église catholique, en prenant sa position actuelle, elle est du côté du peuple. Nous avons la chance d'avoir dans ce pays l'Église. Combien de gens se sont frottés les mains de la position de l'Église? Et disons à Dieu merci dans ce pays d'avoir une Église catholique consciente. Kaboum avait parlé de 50-50. Le jour où nous aurons une classe politique consciente comme le sont les évêques de l'Église catholique, ça sera un grand pas dans notre pays. Parce que cette classe politique a failli. J'ai mal pour mon pays. Ou pour un poste, on sacrifie. Tout le monde sait que le changement de la Constitution n'est pas une bonne chose. Même ceux qui sont au pouvoir. Bahati a dit, c'est une mauvaise chose et il se recadre, il rétropédale pour ne pas être dérangé. Il dit la RDC a un problème d'homme. Il a raison. Et donc, quand l'Église dit... Même si on mettra une nouvelle constitution, il y aura certainement, il y a des hommes qui vont piétiner quelques articles. Si on laisse en liberté l'homme ici qui était ministre des Finances, avec l'histoire des lampadaires et les autres... Nicolas Razali. Oui, on les laisse en liberté. Là, vous voyez toujours le procureur Vondé. Mais si le procureur Vondé ne peut pas suivre ce genre de cas, même si on changeait de constitution, ça ne donnera rien. Donc, c'est pour dire que pour moi, l'Église catholique a toujours une position très favorable. Une position louable et encourageante. Vous constaterez que la position actuelle de l'Église vient conforter l'opposition. Et vous verrez qu'avec ça, la lutte de la rue devient plus intéressante. L'opposition qui a semblé faire ce qu'elle a fait, associée à l'Église catholique, je peux vous garantir que ça va faire mouche. Vous voulez voir la Senco prêter des églises à l'opposition pour... organiser des manifestations, déjà, comme c'était à l'époque 2016. La Senco, même ceux qui disent que la Senco a été du côté de l'opposition, n'ont pas bien suivi leur message. Ils disent, quand ils disent qu'il n'y a ni urgence, ni nécessité, ni le besoin mais c'est la Senco qui du changement de la Constitution. Les urgences dans non, mais on est Congolais, la Senco est constituée des Congolais. Ce ne sont pas des étrangers. Ils vivent comme nous. Ils ont les droits d'analyser. Si la Senco dit que ce n'est pas urgent, non, mais est-ce que le gouvernement doit suivre? Tous nous savons que ce n'est pas urgent. L'urgence, c'est de reconquérir nos territoires. Le gouvernement est en train de travailler sur ça. Il travaille comment? Le gouvernement sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Le gouvernement parle plus du changement de la Constitution. Ils sont plus investis dans ça que dans l'histoire de la guerre. On a mis beaucoup de moyens à l'armée. Écoutez, beaucoup l'armée. Généralement, j'évite les questions de l'armée, mais on sait tous que dans tous les cas, la position de l'Église catholique est favorable. On dit, quand ils disent qu'il n'y a pas d'urgence, l'urgence est dans le panier de la ménagère. L'urgence est dans la reprise des territoires. Mais c'est vrai. C'est que l'Église catholique dit. C'est bien. Remercions le ciel, je vous répète, monsieur Gaston. Remercions le ciel d'avoir une Église catholique dans ce pays. Ok. Imaginez-vous si l'Église catholique s'est comportée comme les Jiba Mampia ici, les pasteurs Mukuna, comme la Senco de Congo-Brazzaville, il faudrait aussi, là-bas aussi par la exemple, Senco. Et vous imaginez si l'Église catholique pouvait se comporter comme ces églises de réveil ici, constituées des pasteurs
qui fondent leurs églises. Les camps des lépreux. Mais c'est pas pour les camps des lépreux, hein, qui fondent leurs églises une source financière. Remercions le ciel d'avoir l'église catholique dans ce pays. Parce que l'église est le dernier rempart, même quand l'opposition est fragilisée. Vous vous souvenez en 2016, l'opposition fragilisée, incapable de marcher, c'est l'église catholique qui a redonné le souffle à l'opposition. Et donc même aujourd'hui, vous verrez que l'opposition se frotte les mains de l'actuelle position de l'opposition. Le jour où la classe politique, je vous le répète, aura la conscience qu'ont les évêques de la Senco, je vous assure que notre pays fera le premier pas dans la bonne direction. Si on va encore avoir une classe politique constituée des gens comme les Bochab, constituée des gens comme les Mende, constituée des gens comme Willy Bakonga, constituée des gens comme les Steve Mbikai, c'est dommage. Heureusement que nous avons la Senco. Heureusement que nous avons l'église catholique dans ce pays. Heureusement. Heureusement qu'aujourd'hui, cette église qui va rallier la cause de l'opposition, vous verrez que la rue va bouger. Et vous verrez que la position de l'église dérange le pouvoir. Maître Bob, l'émission est terminée. On ne peut pas se quitter sans parler, vous allez placer un petit mot. Le général Kassongo Kabwit est à Kinshasa avec pour mission d'assigner la capitale. On veut voir la capitale rayonner comme c'était le cas en 1965. On donne les responsabilités à Kassongo Kabwit avec le service national. Beaucoup estiment que c'est pour contrer l'opposition. Vous avez 30 secondes, Maître Bob. Ceux qui disent que le général Kassongo est venu pour contrer l'opposition n'ont pas tort dans leurs réflexions. Ce ne sont que des hypothèses. Mais ces hypothèses ne partent pas de nulle part. Il y a quand même des éléments. Le temps est suspect. Mais toujours est-il qu'on verra quelle sera l'attitude de ces gens. Ce sont des anciens Koulouna, je vous le répète. Non, mais comme personnellement, changer, comme à l'église, il y a des sorciers qui changent aussi. Vous savez, monsieur Gaston... Il y a des sorciers qui se marient après vous savez, monsieur Gaston, moi, j'admire le général Kassongo Kabwit. Moi, je l'admire bien. Je l'aime bien. Je trouve qu'il a un côté patriote. Et vous ne le verrez pas dans les Djalelo comme beaucoup d'autres. Exactement. Il travaille plus dans ses œuvres. Vous savez, cette histoire du service national, c'est une bonne chose pour ce pays. Et il suffit d'y mettre suffisamment de moyens, et lui donner la possibilité d'encadrer certains jeunes délinquants, et tout ça, ça peut faire mouche, on le voit ailleurs. Vous verrez qu'en France et ailleurs, à certaines périodes, on passe d'abord par les services nationaux. Exactement. Et tout ça. Donc, donner la ville au général Kabwit, moi je suis optimiste. C'est un homme que j'aime bien, j'aime sa conscience nationale. J'espère qu'il ne viendra pas tomber dans les erreurs des acteurs politiques ici. Il ne sera pas politicien dans sa manière de faire. En venant, les moyens sont là, l'argent vient, on se partage, mais rien n'est fait. J'espère, parce qu'ici, je sais qu'avec... j'ai toujours été favorable à endurcir les conditions de salubrité ici. Quelqu'un jette un truc par terre, on l'arrête. Exactement. Il paye de l'amende. Ça, ce sont des bonnes idées. Et puisqu'on le met, lui, comme général, avec des anciens Koulouna, s'ils sont réellement là pour assainir la ville, c'est bien, à condition que ce ne soit pas pour contraindre l'opposition. Donc, si le général Kabwit mettait de la rigueur au niveau de ce qui jette les sachets à gauche, où on met une politique, je peux même proposer au général Kabwit de faire en sorte qu'il n'aura pas la possibilité, les 4000 Koulouna ne vont pas assainir toute la ville de Kin. Il se peut qu'ils n'atteindront même une pomme, même si on leur donnait la commune de Gombe, ils ne pourront pas arranger partout. Mais qu'on puisse attribuer cette responsabilité aussi aux individus. Par exemple, ici chez vous devant, vous avez l'obligation le matin d'arranger. S'il passe, lui, le général Kabwit, que j'aime bien, il passe, il constate, ou ces hommes passent, ils constatent une bouteille devant chez vous, vous payez l'amende. Et si vous constatez que quelqu'un jette une bouteille devant chez vous, on peut même vous arrêter. On peut même vous arrêter. Vous voyez, comme ça. Ça va changer la mentalité. Si chacun... Je me souviens d'une structure... Si chacun sur des routes intermédiaires peut arranger devant chez lui, ça facilite l'État à prendre ces 4000 personnes et les mettre ailleurs, notamment sur des grandes routes. On ne peut pas demander à quelqu'un de venir balayer sur les boulevards. Du 30 juin, par exemple. Là, on peut concentrer ses forces là-bas. Mais sur 24, devant votre magasin, vous arrangez. Pas de blagues. Maître Bob, on trouve une bouteille là-bas, on vous arrête. Sinon, bon courage au général Kassongo Kabwit. J'espère bien qu'il agira tel que nous attendons de lui, c'est-à-dire assainir la ville, on n'en pouvait plus. Eh bien,
On lui souhaite toutes les bonnes chances du monde afin de rendre la ville de Kinshasa un peu plus salubre. Ok. Vous avez parlé de sport. La République démocratique du Congo est de retour après 52 ans. Mais là, il y a un arbitre. Et l'arbitre de cette rencontre, c'est Maître Bob. Vous vous comportez en arbitre, vous avez 2 cartons rouges. Et puis nous allons clôturer cette émission. Vos cartons rouges, vous distribuez ça à qui? Vous en avez 2. Ah, ok. Mon premier carton rouge, j'attribue mon premier carton rouge à tous les députés et sénateurs corrompus qui font la honte de la population pour être une caisse de résonance du pouvoir. Ce n'est pas ça. Le Parlement est le temple de la démocratie, les lieux où on est censé exprimer, où on est censé avoir des gens équilibrés. C'est vraiment dommage de constater qu'aujourd'hui, nous avons un Parlement, vraiment, c'est le Parlement le plus médiocre de l'histoire de ce pays. Oh. Même au moment où on nommait des députés et sénateurs, ce n'était pas ça. Ils sont médiocres en commençant par leur bureau. Ouais, monsieur Mebouj, un médiocre de la pire espèce. Vous voyez, monsieur Sama, un autre médiocre, j'ai même mal pour mon frère Katangé. Il faut respecter le président de nos institutions. Non, quand on dit que quelqu'un est médiocre, on ne l'a pas insulté. On le juge sur base de son travail. Moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. C'est un médiocre. Il a fait voter 31. Et donc ici, mon premier carton rouge revient à ces gens. Le deuxième. Députés, sénateurs, députés en Zala, des gens corrompus qui ne font pas la dignité de la population. Population, tala ba député au Bazali Awa. Bazongate. Bazongate. En 2028, parce que élection est aux Zala. Élection est aux Zala. Et aux Zala. Dernier carton rouge, maître. Mon dernier carton rouge, je le fais à quelqu'un que j'aime bien. Monsieur Daniel Bumba. Vous voyez qu'il est gouverneur, il a les moyens de sa politique. Moi, j'emballe déjà mes affaires. Monsieur Daniel Bumba devait avoir honte. Vous êtes gouverneur. Oui. On vous adjoint quelqu'un pour faire votre travail. Il a démissionné. Il sert encore à quoi, lui? Oui, mais Daniel Bumba va servir encore à quoi? C'est pour vous dire que le pays ne fonctionne pas normalement. Pourquoi un incompétent? Si on prend le général Kabouik, on l'adjoint à Daniel Bumba, c'est un aveu d'incompétence de la part de Daniel Bumba. Il faut changer la constitution pour que Daniel Bumba puisse partir. Alors, vous constatez changer la constitution. Pourquoi on garde Daniel Bumba? Il faut changer la constitution. Il faut qu'il parte. Mais il faut d'abord changer la constitution pour qu'il parte. Ah non, mais cette constitution ne sera pas changée. C'est la constitution qui bloque le président pour qu'il puisse enlever Bumba. Merci beaucoup de le dire de manière sournoise, de faire voir que le pouvoir est en train de donner... vous me rejoignez. Lorsque vous le dites de dire que c'est la Constitution qui empêche le pouvoir à changer Daniel Bumba et à mettre un gouverneur plus compétent. Donc Daniel Bumba, incompétent de son espèce, va rester quand même gouverneur. Pas des termes forts, maître Bob. Incompétent, c'est pas une injure. Maître Bob. Quand je dis que Daniel Bumba est incompétent, je ne l'ai pas insulté. L'émission est terminée. Il continue à recevoir son salaire, à marcher avec les gyrophares et à nous embêter en route, pendant qu'il y a un autre... gouverneur, d'abord, quel est le statut du général Kassonga Kabouik dans cette ville? Il faut quel statut juridique? Il faut voir l'ordonnance. Les textes ne le disent pas, papa. Il y a le tax force. Il y a trop de tax force. Il y a trop de tax force. Je me rappelle encore, maître Bob, l'émission est terminée. La dernière question, vous n'allez pas répondre aujourd'hui. Le président de la République avait constaté qu'il doit changer les mentalités des Congolais. Et puis il avait instauré une structure dénommée CSM, Cellule de changement des mentalités. Je connais. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sent pas toujours cette structure. L'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver la semaine prochaine avec un autre invité et d'autres questions de l'actualité de la République démocratique du Congo. Alors si Jésus ne revient pas, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Allez, au revoir.